suite notre invité. Notre invité est resté plus longtemps silencieux sur ce conflit des Gilets jaunes. Il nous rejoint maintenant. Et aujourd'hui, il est en colère. Et il a même eu un coup de gueule dans le journal Les Échos contre les dérives du mouvement des Gilets jaunes et ce qu'il appelle une complaisance vis-à-vis des Gilets jaunes. Bernard-Henri Lévy nous rejoint. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Merci. C'est vrai que on sent votre colère. Vous dites les Gilets jaunes. Et encore une fois, on ne vous a pas beaucoup entendu sur le sujet. Les Gilets jaunes, c'est un vrai mouvement social au départ, mais il est animé par des passions mortifères. Pourquoi ? Ça n'est plus un mouvement social. Un mouvement social, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des revendications, qu'on a des colères, qu'on a un sentiment d'injustice et qu'on veut le réparer. Aujourd'hui, avec le débat national, il y a une occasion à saisir. Il y a une sorte de Grenelle citoyen qui s'organise. Le pouvoir a entendu les revendications du mouvement social. Ceux qui vont venir demain manifester, c'est plus ça qui les intéresse. Vous êtes sûr ? Mais naturellement, si vraiment ce qui les intéressait, c'était le sort des déshérités, si vraiment ce qui les intéressait, c'était d'avoir des nouveaux droits, comme dans tous les mouvements sociaux, ils diraient chiche. Le débat national dure 3 mois. 3 mois dans l'histoire d'un peuple, c'est pas grand-chose. Même dans l'histoire d'une vie, c'est pas... Donc, on tente le coup. Si c'est vraiment ça qu'il y a, on tente le coup. Ceux qui vont venir là demain, ils veulent autre chose. Ils veulent en effet s'en prendre à la République. Ils veulent casser du flic. Ils veulent casser du BFM ou du LCI ou insulter les journalistes. C'est autre chose. Quand vous dites ceux qui vont venir là demain, vous parlez peut-être des 50 000 ou 60 000 manifestants qui sont attendus ou vous parlez des quelques dizaines d'entre eux qui provoquent les policiers ou qui... C'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose ? Attendez, après 8 samedis, on ne peut pas. Le premier samedi, on pouvait dire, il y a des casseurs qui ont infiltré les Gilets jaunes, et peut-être encore le deuxième samedi. Mais enfin, écoutez, est-ce que vous avez entendu tellement de Gilets jaunes, dans les dernières semaines, condamner formellement ces actes anti-républicains et antidémocratiques? Ils les condamnent d'une main, et de l'autre main, ils disent, mais en même temps, c'est compréhensible. En même temps, on nous fait une telle violence qu'il faut quand même le comprendre. Bien sûr qu'aujourd'hui, on ne peut plus distinguer entre les gentils gilets jaunes, enfin ceux qui seront demain dans la rue, ceux qui refusent le débat national, ceux qui refusent de gagner. Moi, je rêve. Moi, j'ai hélas l'âge d'en avoir connu des mouvements sociaux. Un mouvement social, on veut gagner, on veut obtenir des choses, on veut être plus riche à l'arrivée qu'on était au départ, on veut des droits. On ne veut pas continuer à ne rien lâcher, c'est-à-dire à profaner je ne sais pas quoi et à attaquer je ne sais pas qui. Sur ces modalités, sur le refus du grand débat, sur la violence, sur le refus des voies traditionnelles, démocratiques ou constitutionnelles, ils disent on n'y croit plus et ils disent les révolutionnaires en 1789 quand ils ont commencé, ils ne se souciaient pas, et tout le monde l'a compris, des procédures, de la loi. On est dans le même cas, ça vous paraît abusif ? Mais ça me paraît débile. Macron, c'est pas Louis XVI. Un président de la République élu démocratiquement, c'est pas un monarque absolu. C'est pas le souverain de droit divin. Cette comparaison est grotesque. Et ceux qui l'entretiennent, cette comparaison, parce qu'il n'y a pas que les manifestants de bonne volonté, vous avez des incendiaires des âmes, des Mélenchon, des Ruffin, des Le Pen, des Philippot, qui fait le tour de tous vos plateaux et qui viennent nous dire ça. Ce sont des irresponsables. Ce sont des irresponsables. Ils mettent le feu dans les esprits. On ne peut pas comparer la situation d'une démocratie moderne à un régime absolutiste où il faut prendre la Bastille pour acquérir des droits. Pour vous, au fond du fond, les Gilets jaunes, c'est une pulsion ou aujourd'hui, c'est une pulsion ou c'est un révélateur d'un malaise, peut-être celui qu'on voit dans cette enquête du Cevipof dont on parlait tout à l'heure? Les Gilets jaunes, au départ, c'est une colère populaire légitime. C'est des gens qui n'ont pas assez de droits, qui sont traités injustement et qui l'ont fait savoir et qui ont voulu se faire entendre. Ils ont été entendus. Macron les a entendus. Avec le plan des 10 milliards, c'est à ça que vous faites allusion ? Je fais allusion au plan des 10 milliards et je fais allusion à ce Grenelle citoyen, Grenelle de type nouveau. C'est une procédure de consultation démocratique inédite qui va s'ouvrir. Entrons dans cette négociation, voyons ce qui en ressort, prenons ce qu'on peut prendre. Voilà moi ce que...
ce que je pense qu'un gilet jaune responsable devrait faire aujourd'hui, et pas de dire comme ces agitateurs, et encore une fois ces pyromanes, ces incendiaires des esprits, continuez, ne lâchez rien, cassez du flic, cassez du journaliste. Voilà, on est dans une autre logique. Oui, ce qui vous agace beaucoup aussi, Bernard-Henri Lévy, c'est la complaisance dont, dans le débat public, on ferait preuve à l'égard de ces gilets jaunes. Qui visez-vous, à part ceux que vous venez de citer? Vous parlez des médias, vous parlez des commentateurs. Oui. Oui, je vise les chaînes d'information en continu, où j'ai vu pendant toutes ces semaines des représentants autoproclamés, et puis déniés, et puis menacés de mort, et puis revenant, dont la parole était une espèce de parole sainte, sanctifiée. C'est pas vrai. On ne peut pas procéder de cette manière. Les paroles, toutes les paroles ne se valent pas. La parole de quelqu'un qui vous dit « on subit une telle violence qu'il est légitime de casser la porte d'une maison de la République qui est un ministère », ça ne vaut pas la parole de ceux qui étaient autour de cette table tout à l'heure. Ce n'est pas la même chose. Toutes les paroles, ça c'est la maladie qui est née des réseaux sociaux modernes. Les réseaux sociaux sur Internet, une parole vaut une parole, toutes les paroles s'équivalent, et là, on entre dans une logique qui est extrêmement dangereuse. Pas seulement les fake news. Tout le monde parle des fake news. Mais il y a plus que ça. Il y a le nivellement. Oui. La démocratie de la parole, c'est bien. Que chacun ait droit à la parole, c'est formidable. Mais que toutes les paroles se valent. Que la parole d'un homophobe vale la parole d'un démocrate. Que la parole d'un raciste ou d'un type qui arrête un camion à Calais en faisant le boulot des douaniers vale la parole de quelqu'un qui a le sens de l'hospitalité. Non, c'est en République et en démocratie, les paroles indignes n'ont pas la même valeur que les paroles civilisées. Donc pour vous, les journalistes ont été trop complaisants avec les représentants des Gilets jaunes qu'ils invitaient? Ils ont été trop... Vous savez, il y a un mot dans le langage de la communication que je déteste, qui est le mot partenariat. Je pense que un grand nombre d'organes d'information se sont conduits en partenaires de ce mouvement, autant qu'en décrypteurs. Voilà. Or, le travail, même quand ça va vite, alors je sais que ça va à une vitesse folle, qu'on n'a pas le temps de vérifier probablement en continu, n'empêche qu'il y a eu ce sentiment parfois d'une espèce d'excitation collective, mais qu'on avait tous d'ailleurs. Combien, soyons honnêtes, ceux qui nous écoutent, combien étions-nous le samedi, à partir de 9h du matin, scotchés sur notre écran de télévision, en se demandant qu'est-ce que la telenovela du jour allait nous offrir? Quel est l'incident nouveau dans le grand spectaculaire intégré au sens de Guy Debord qui allait survenir? Bien sûr qu'on est tous responsables, pas les journalistes, y compris nous, y compris les spectateurs, y compris les commentateurs. Voilà, bon, vous savez qu'ici, la parole est totalement libre et la preuve, la critique des médias et même de notre travail fait évidemment partie du débat public. Cela dit, quand je vous entends, j'ai eu l'impression qu'on leur a ouvert le micro sans jamais les remettre en cause sur leur représentativité, sur les opinions, sur le désordre que représentait ce mouvement et encore moins sur les violences. Bien sûr. D'abord, j'ai bien dit... oui, bien sûr. Mais bien sûr que c'est... Mais tout ça va tellement vite en même temps. Évidemment qu'il y a l'esprit de suite et qu'on remet en cause, etc. Mais enfin, il y a des choses qui ont été dites. Il y a des choses il y a des propos qui ont été proférés. Petite question, Bernard-Henri Lévy. Vous avez bien conscience qu'avec ce coup de colère, vous imaginez ce qu'on va dire? Ah, Bernard-Henri Lévy, qui incarne cette élite, au bon sens du terme, peut-être culturelle, intellectuelle de ce pays, du haut de son savoir, eh bien, c'est très facile pour lui de critiquer ceux qui sont en bas, ceux qui essayent de se faire entendre. Attendez, oui, ben, dans un peuple, il y a aussi des intellectuels, pardonnez-moi. Et en effet, c'est pas du haut de mon savoir. Moi, je sais, par exemple, parce que je connais l'histoire de France, je sais que l'idée qu'on entend aujourd'hui, que la démocratie c'est le peuple souverain, c'est pas ça, c'est pas vrai. C'est pas ça. Non, parce que d'abord, un souverain, quel qu'il soit, il n'est pas un souverain absolu. Il est le roi, il était limité par la loi transcendante. Le président de la République, il est limité par le Conseil constitutionnel. Le peuple souverain, lui aussi, sa souveraineté a des limites. C'est le respect des minorités, c'est le respect dû aux journalistes, c'est le respect dû aux institutions de la République. Ça ne veut rien dire, cette histoire. Alors c'est peut-être du savoir, mais enfin, je vous le dis, même Robespierre pensait cela.
Même Robespierre, après les massacres de septembre, a compris qu'il fallait en effet faire très attention au fait que l'idée du peuple souverain pouvait amener aux actes les plus extrêmes. Alors voilà une idée qu'en effet, il faut... Et le référendum d'initiative citoyenne ? Je suis absolument contre. Regardez l'exemple du Brexit, c'est très intéressant. C'est une question qui a... Il y a des centaines, des dizaines d'experts qui ont passé des mois et des mois à remplir des milliers et des milliers de pages de rapports, d'analyses, et qui n'y sont pas arrivés. On ne sait pas encore s'il y aura Brexit dur. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un référendum où on a demandé aux gens de répondre par oui ou par non. Mais parce qu'au final, est-ce que ça n'est pas quand même la décision d'un peuple que de oui. sortir ou de rester dans l'Union européenne, même s'il y a des grandes complexités. Mais le référendum, ce n'est pas une décision avec délibération. La délibération démocratique, puis la décision. Mais là, répondre par oui ou par non, comme dans Full Metal Jacket, oui, non, oui, non, oui, non, eh bien non, c'est pas comme ça que fonctionne la démocratie. La politique en démocratie... On peut dire que la délibération était insuffisante, mais que le peuple en dernier ressort décide. On ne peut pas répondre à des questions d'une telle complexité avec tellement de paramètres. On le voit bien, on n'y arrive pas. On risque, on arrive à la date butoir, la décision ne sera probablement pas prise, parce qu'on est en face de quelque chose qui est de l'ordre du mur de la réalité. On ne peut pas, à des questions de cette nature, demander aux gens de répondre par oui ou par non. Ou bien on les prend pour des crétins, ou bien on n'est plus tout à fait en démocratie. Une curiosité, vous avez été sur le théâtre de nombreux conflits, vous avez toujours eu l'envie d'aller voir. Est-ce que là, vous êtes allé voir, est-ce que vous êtes allé sur des ronds-points ces dernières semaines, discuter avec des gilets jaunes? Non, je ne suis pas allé sur des ronds-points, non. Je suis allé sur les Champs-Élysées, je ne suis pas allé sur des ronds-points, je vous dis la vérité. Les ronds-points, il s'est passé deux choses, ça dépend des ronds-points. Il y a eu, sur certains ronds-points, des moments de fraternité, de convivialité, ce que un très grand philosophe du XXe siècle appelait des groupes en fusion. Ça, c'est formidable. Mais par contre, quand vous bloquez le rond-point, quand vous obligez les gens à montrer patte jaune, quand ils ne montrent pas le gilet jaune, ils ne passent pas. Pardon, mais je n'ai pas besoin de discuter, je sais à qui j'ai affaire. J'ai affaire à des factieux, j'ai affaire à des gens qui ne partagent plus mon idéal républicain. Donc, c'est même pas je n'ai pas envie de discuter avec eux. Dernier point, ça n'est pas seulement de la colère, c'est une envie d'agir. Donc vous vous lancez dans une tournée dans une vingtaine de villes européennes, je crois, dans des théâtres. Vous serez seul sur scène pour plaider pour l'Europe, parce que c'est les élections européennes. Et vous dites l'Europe, peut-être pas l'Europe telle qu'elle est, il faut la réformer, il faut la changer, mais l'Europe, c'est la solution. En quelques mots, comme si vous étiez sur scène, votre pitch, comme on dit aujourd'hui, que diriez-vous? Qu'est-ce que je dirais? C'est qu'en effet, l'Europe telle qu'elle est, elle ne marche pas. Il faut la revivifier, il faut la revitaliser, il faut la réinnerver, mais que c'est la seule solution. Moi, je dirais... La seule solution. La seule solution. Que les questions qui sont posées, les vraies questions qui ont été posées par les Gilets jaunes, qui sont les questions de la justice, qui sont les questions de la fiscalité, qui sont les questions de la sécurité, toutes ces questions-là, si on se replie sur le cadre national, on est sûr qu'elles ne seront pas résolues. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas à l'ère de la finance mondialisée, à l'ère des désordres climatiques, à l'ère du phénomène migratoire, il n'y a pas un pays, c'est comme ça, qui puisse y répondre tout ça. Autrement dit, comme disaient les philosophes grecs, l'agora, le lieu où on délibère, on est passé à une nouvelle époque de l'histoire. Ça ne peut plus être l'espace de l'État-nation, ça ne peut être que l'espace de l'Europe. Et j'ajoute... Sauf qu'on n'est pas arrivé, Bernard-Henri Lévy, à faire de l'Europe une entité démocratique, c'est la raison pour laquelle j'entreprends à partir du début du mois de mars cette modeste tournée ou croisade européenne pour essayer en effet d'apporter ma petite pierre à cette démocratisation de l'Europe. J'ajoute que la France, les gens ont beau dire tout ce qu'ils veulent, 86%, je ne sais pas quoi, pour l'instant, de défiance. Bien, pour l'instant, elle est attaquée, notre modèle de société est haï par M. Trump, est attaqué par M. Poutine, est attaqué par les terroristes islamistes, est attaqué par le sultan Erdogan, ce grand démocrate devant l'éternel. Et je passe le chinois qui, lui, nous a déclaré une guerre commerciale. La seule façon de résister à ces 5 forces-là, c'est en effet de construire un ensemble cohérent qui aille de l'avant et qui s'appelle l'Europe. Je ne vois pas d'autre solution. C'est l'Europe ou le chaos et plus de misère et plus de chômage
et plus d'abaissement pour la France. Je pense profondément cela. Merci Bernard-Henri Lévy d'avoir été notre invité ce soir. Merci d'avoir répondu à nos questions.